Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, j'espère que vous allez bien. Bonjour Charles. Salut Corentin. Donc je suis vraiment hyper content d'être à la ferme du Bec et Loin avec toi grâce à la formation Semisto. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ou en dire un petit peu plus sur la ferme s'il te plaît? Bien sûr, avec joie. D'abord, je suis très heureux de t'accueillir. Je salue aussi tous les permapotes. Je m'appelle Charles, j'ai créé cette ferme il y a une vingtaine d'années avec mon ex-épouse Perrine. On y a élevé nos enfants. Et c'est une ferme qui fait au total 20 hectares. On est sur un site qui fait 5 hectares. C'est une ferme, je dirais, biologique, permaculturelle et expérimentale parce que on cherche des solutions pour nourrir l'humanité de demain. C'est très prétentieux, mais comme disait je sais plus qui, on peut penser globalement et agir localement. Donc la ferme est petite, mais on explore des solutions pour cultiver de manière naturelle et si possible sans pétrole, des légumes, des fruits, des petits fruits, des céréales. On a aussi des animaux. Voilà notre serre. C'est une serre un peu bizarre parce qu'on arrive, on est accueilli par un figuier, des bananiers, citronnelles et des agrumes, des choux. Là, il y a des poules. Donc, en fait, cette ferme, c'est un petit monde en soi. Tiens, voilà dommage qu'on puisse pas vous envoyer les odeurs parce que là, on a un beau jasmin qui est tout en fleurs. Et l'idée, c'était d'essayer de renaturer cette grosse bulle de plastique qui est pas franchement un rêve pour un permaculteur. Mais du coup, on s'est beaucoup amusé et c'est vrai que le fait de diversifier cette serre, c'était extraordinairement gratifiant à plein de niveaux, en termes de production, en termes surtout d'agrément pour y travailler, et puis de stimulation de nos sens, parce que c'est très amusant de voir comment un milieu contraint, clos, peut devenir de plus en plus vivant et nous étonner, nous enthousiasmer. Donc effectivement, il y a des légumes qui sont plutôt cultivés globalement dans cette partie-là, mais la première moitié de la serre, on a essayé de faire une serre forêt. Alors avec des figuiers, il y a des vignes, il y a pas mal d'agrumes, il y a quelques bananiers aussi, et puis quelques plantes grimpantes comme les jasmins ou des fruits de la passion. On a essayé après d'introduire des animaux. Alors on a les poules dans la serre qui nous font comme une sorte de centrale de compostage biologique in situ, parce qu'on les nourrit avec les restes de culture, avec le désherbage. On ajoute un peu de grains quand même pour avoir des œufs, qu'elles aient des protéines, mais voilà. Alors elles sont pas enfermées, hein. Elles ont un parcours à l'extérieur de la serre, donc elles rentrent, elles sortent comme elles veulent. Mais c'est vrai que le fait de pas avoir à faire des tas de compost, on donne directement aux poules, elles nourrissent, elles enrichissent avec leur fiente. On a 3 petites mares, j'en ai une là par exemple, si tu vois Corentin. On a 3 petites mares pour faire rentrer la biodiversité. Ça, c'est suite à une étude qu'on a pu conduire avec un chercheur belge sur les abeilles sauvages, Nicolas Verreken, qui nous a dit, vous avez énormément d'abeilles sauvages sur la ferme, mais il y en a quand même moins dans la serre. Alors du coup, on a implanté une mare là, 2 mares là-bas, de manière à inviter les pollinisateurs. Et puis, on a essayé de travailler sur le côté bioclimatique de la serre. Donc par exemple, on a une vieille technique qui s'appelle les couches chaudes, qui nous vient tout droit des jardiniers maraîchers parisiens du 18e, du 19e. Et en fait, l'idée, c'est très simple, c'est que tu fais un gros tas de fumier et en se décomposant, il chauffe. Donc, ça nous permet de démarrer nos jeunes plants et ça contribue un peu à garder la serre hors gel en hiver. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? On a ici un four à biochar qui a été fabriqué avec une vieille citerne de récupération. On l'a transformé en poêle de masse et il sert à maintenir la serre hors gel, mais pas en hiver. En hiver, on n'a pas du tout besoin que ça gèle pas. Il n'y a pas de plantes qui craignent le froid en hiver dans la serre. Mais c'est plutôt quand on a repiqué en pleine terre les plantes gélives comme les tomates, les concombres, les aubergines, les poivrons. Il faut pas que la serre descende en dessous de zéro en avril-mai, quoi. On a des gels tardifs ici. Donc du coup, on peut faire du feu
et ça maintient la serre hors gel. Je sais pas ce que je pourrais te dire de plus. Les cultures sont vraiment associées, donc on joue sur la verticalité. Là, c'est pas encore très apparent, on est au mois de mai, mais en été, on a énormément de plantes qui grimpent, comme les tomates, les concombres. J'ai même, tiens, bah regarde là, des aubergines, non, pardon, des courgettes grimpantes. Ça, c'est une variété de courgettes grimpantes. Alors, ça va me donner pendant plusieurs mois. Je la fais courir là, et on fait beaucoup de cultures associées. Et du coup, il y a un côté un peu jungle qui est assez surprenant où tu vas voir des figues avec des grappes de raisin et des tomates, et puis en dessous des aubergines ou des poivrons. Et du coup, comme disent les Belges, c'est gai de traîner dans une serre comme ça. J'apprends à parler belge. On essaie d'imaginer, on rêve d'une ferme, je dirais un peu globale, quoi, autonome, où tu es un peu de tout, et surtout une ferme résiliente qui soit capable de nourrir la communauté locale en cas de crise grave. Et du coup, la question des céréales nous intéresse, et depuis 15 ans, on cultive des céréales sur la ferme, mais je dirais soit en traction animale, parce qu'on a un cheval de trait, soit jardiné. Et on est parti de vieux documents très anciens, et qui donnaient des infos remontant jusqu'à l'Antiquité grecque et romaine, où évidemment les céréales étaient cultivées sans tracteur, ça va de soi, et sans pesticides. Et donc, on a un programme de recherche depuis 5 ans sur les céréales jardinées. Alors l'idée, c'est de les planter beaucoup plus tôt en saison, dès la fin août, et de les planter beaucoup plus espacés pour favoriser le tallage. C'est-à-dire que, en fait, un grain de céréales a le pouvoir d'émettre beaucoup de tiges. Et plus ils sont espacés, plus ils font des tiges. Tu vois là, j'ai une touffe qui est belle, de seigle. Et alors, il est encore loin d'être à maturité, hein, il sera moissonné dans 2 mois. Mais autrefois, les gens avaient des hauts rendements. Alors nous, on a pas mal de difficultés dans ce programme, très honnêtement, à cause des oiseaux, à cause de l'averse. Mais parfois, on a des très bons rendements qui ont plusieurs fois dépassé un équivalent de 80 quintaux à l'hectare. Et donc, on travaille avec des chercheurs et on pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Voilà, bah, si tu reviens dans quelques années, Corentin, je te raconterai la suite. Ici, on est dans la mini forêt-jardin. C'est un modèle de forêt-jardin, mais miniaturisé. On a 3 forêts-jardins à la ferme du Bec-et-Loing, plus un embryon de forêt comestible. C'est-à-dire que j'appelle que forêt comestible une forêt plus grande, en fait. Et on a planté la première en 2009. Et elle s'est révélée pas très productive, avec des végétaux pas adaptés à notre climat. Et puis après, on a beaucoup travaillé sur le maraîchage, mais je pensais toujours à la forêt-jardin, parce que je trouve que c'est fascinant d'imiter une forêt et d'avoir un système qui est très autonome, qui te demande pas de travail du sol, pas de compost, pas d'arrosage, et en fait très peu de travail. Et on s'est dit, mais il y a certainement un gros potentiel de productivité. Et on se disait, ça serait génial de passer d'un modèle qui repose sur des plantes annuelles, que sont la plupart de nos légumes ou tous nos céréales, vers un modèle agricole qui donnerait beaucoup plus de place aux arbres, aux petits fruits, aux plantes sauvages également. Et donc, on a conçu cette mini forêt-jardin avec un objectif, c'est d'essayer de répondre à cette question, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'on peut en faire un métier? D'ailleurs, ce métier... j'avais écrit un bouquin, Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes, et je me suis dit il faudrait trouver un nom pour décrire ce métier, donc j'avais pensé sylvanier, sylvanière, jardinier, jardinière de la forêt, la sylva. Et donc depuis 9 ans, on a planté cette mini forêt jardin, et depuis 9 ans on l'étudie. C'est-à-dire qu'on collecte toutes les données relatives à son implantation, et après toutes les données annuelles de temps de travail, de temps de récolte, et on pèse toutes les récoltes, on les quantifie, on leur attribue une valeur en fonction des prix moyens du marché. Et on a été très surpris de son efficacité économique, parce que sur les 6 premières années, par exemple, là j'ai le chiffre en tête pour te l'avoir raconté hier, elle produisait en moyenne, y compris l'année de plantation, hein, elle produisait en moyenne 4 500 € par an, en échange de à peu près 80 heures de travail par an. Ça veut dire que chaque heure de travail dans la mini-forêt te génère un chiffre d'affaires d'à peu près 55 € de l'heure, ce qui est énorme, énorme. Et elle fait que 320 mètres carrés. Donc, générer 4 500 mètres carrés,
4 500 € en moyenne, y compris les années de gel tardif et tout ça, et le fait que les arbres ont été longs à rentrer en production. Sur une aussi petite surface, c'est énorme. Et en plus, ça, tu le fais qu'avec des outils manuels, t'as pas besoin de pétrole, et puis, cette forêt, elle rend plein d'autres services, en plus de la nourriture. Parce que c'est un puits de carbone, elle enrichit ses sols assez rapidement, c'est aussi un abri pour la biodiversité. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est le cas de dire, je suis au pied d'un cerisier d'ailleurs, eh bien, c'est aussi très agréable d'y travailler. Donc, on a beaucoup de plaisir à être des sylvaniers à temps partiel. Cette mini forêt-jardin, on l'a conçue comme étant de petite taille pour être implantée dans un jardin familial ou dans un parc urbain ou en complément d'un petit maraîchage, par exemple. Donc, on a opté pour des arbres plutôt de petite taille, comme ce cerisier ou ce pommier colonnaire, donc des arbres qui ont une faible emprise au sol. On a des buissons qui sont souvent des petits fruits greffés sur tige. L'intérêt, c'est que ça dégage vraiment bien le sol, la strate herbacée. Et puis, ce qui produit le plus de valeur, très clairement, c'est ce qui pousse au sol. Donc là, j'ai plein de plantes différentes. Il y a quelques plantes sauvages, mais j'ai des mélisses, des menthes. Là, j'ai une belle repousse de framboisiers. J'ai beaucoup de framboisiers. Et j'ai de l'oseille là-bas, j'ai de l'angélique, etc. Et beaucoup d'ail des ours. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la valeur, nous, on pensait forêt, on pensait avant tout arbres, parce que c'est les plus grands végétaux, on pensait fruits. Mais en fait, la valeur, elle vient très très peu des arbres. Elle vient surtout des plantes aromatiques qu'on cueille plusieurs fois par an, et après l'étage des buissons. Et puis, on a également des plantes grimpantes. Par exemple, toi, cette mûre géante, c'est assez intéressant parce que on la palisse un peu comme les lianes tropicales sur le tronc des fruitiers qui forment la canopée. Et leur floraison est tardive. Tiens, tu vois, regarde, elles sont en fleurs là, elles commencent juste à fleurir maintenant, alors qu'on est le 17 mai. Et du coup, elles fleurissent toujours après les dernières gelées, ce qui fait que, comme on a pas mal de gelées tardives ici, parfois je perds les fruits ou pas mal de petits fruits du fait d'un gel tardif. Mais j'ai toujours des mûres géantes et ça donne beaucoup, de l'ordre de 10 kilos, 5 à 10 kilos par pied en fait. Et c'est pour ça que ce modèle est intéressant aussi d'un point de vue économique. Parce que tu récoltes les fruits, les petits fruits, les plantes aromatiques, tu récoltes à tous les étages. Quand on a une ferme très naturelle, on n'est pas obligé d'essayer de tout contrôler, il y a plein de choses qui se font sans nous. Et la nature nous rend plein de services, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Alors voilà par exemple un de mes collègues, c'est Bibi, et depuis plusieurs années, il a choisi d'habiter dans la serre. Et donc, il s'occupe de manger les rats et les campagnols qui viennent parce qu'il y a du grain, parce qu'il y a des bonnes plantes pour eux. Et donc, Bibi me rend ce service de contrôler les rongeurs. Voilà, donc il est d'ailleurs bien gras, hein, il est bien nourri. Hein, mon Bibi, il y en a du rat là-dedans, il y en a du rat là-dedans. Voilà les moutons du Bec et Loing. On essaye de faire une race locale adaptée à la vallée. Donc ça fait 20 ans qu'on a ces moutons. Et c'est un mélange de 3 races. Et ils vivent dehors toute l'année. Elles mettent bas toutes seules. Elles demandent pas d'aliments en complément. Donc c'est des moutons qui sont très rustiques et qui ont pour principale fonction d'entretenir les prés vergers, c'est-à-dire de manger l'herbe. Ce serait quand même dommage d'utiliser du pétrole pour aller tondre, alors qu'on a ces beaux petits moutons. Et on est très attachés. Nos enfants ont grandi avec tous ces générations successives de moutons. Ici, on est dans ce qu'on appelle le paysage de résilience. C'était 3 hectares 4 qu'on a racheté il y a 7-8 ans et qui vont jusqu'à la forêt là-bas. Et on a vraiment essayé de concevoir un paysage résilient. On a planté à peu près 5000 arbres et buissons et on l'a divisé en plein de petites parcelles. Et chacune est entourée d'un talus avec une haie. Et chacune a une mare, un point d'eau pour abreuver les animaux. Et là, derrière moi, il y a un corridor de biodiversité. C'est une sorte de double haie sur un talus assez large et qui connecte en fait la forêt et le cœur intensif de la ferme de manière à favoriser la circulation de la biodiversité.
cette ferme, on essaie de tester tout ce qui nous plaît. Donc, dès qu'on voit un truc sur Internet ou dans un bouquin, on se dit, allez, ça vaudrait le coup d'essayer à la ferme, quoi. Et comme on a la chance d'être chez nous, on n'a pas à demander des autorisations avec 10 formulaires à envoyer au ministère. On fait ce qui nous inspire. Et notamment, on a planté des jardins de bois parce que on essaie d'être dans une autonomie énergétique qui n'est pas absolue, mais on a des panneaux solaires, une éolienne, et, euh, mais on utilise beaucoup le bois de chauffage. Et le concept de jardin de bois, c'est très simple en fait, c'est que c'est basé sur la propriété qu'ont beaucoup d'arbres. Quand tu les coupes au ras du sol, eh bien, ça fait ce qu'on appelle une cépée. Le système racinaire reste dans le sol, et du coup, il y a 3, 4, 5 troncs qui vont pousser vite parce que il y a des racines. Et j'avais lu dans un bouquin norvégien que si en plus tu fertilisais, tu pouvais avoir peut-être 5 fois la production de bois d'une forêt naturelle diversifiée. Et l'idée que la ferme puisse produire beaucoup de choses, y compris son énergie, me plaît évidemment, parce que c'est un gage d'autonomie et de résilience. L'eau, c'est vraiment une ressource essentielle, quoi. L'eau, c'est la vie, tout le monde le sait. Mais en matière d'agriculture, on a tendance à aller à adopter des solutions simples et peut-être un peu bébêtes, c'est-à-dire qu'on utilise du pétrole pour aller puiser de l'eau très profondément, remplir des méga bassines. Mais demain, l'eau, elle va être très rare. Déjà, elle commence à se raréfier. Et d'ici 50, 100 ans, avoir de l'eau sur son territoire, ça peut être la différence entre la vie et la mort. Et du coup, on a creusé une trentaine de mares au total sur la ferme. Et on a creusé un étang dans le point le plus bas, en fait, là où passait la rivière autrefois. Et donc cet étang est rempli naturellement par la nappe phréatique. Et, et puis je pense aussi qu'une ferme, une micro-ferme par exemple permaculturelle, elle a aussi pour vocation de nous reconnecter avec le vivant, avec toutes les formes de vie, les arbres, les moutons, les papillons, les vers de terre, et aussi avec notre corps, avec notre santé, avec les saisons. Et du coup, on a cherché dans cet étang à faire un lieu de reconnexion, un lieu un peu méditatif, un lieu aussi de loisirs où tu peux te baigner en toute saison. Et cette plage, c'est du sable qu'on a amené, donc c'est un peu une entorse à l'autonomie absolue. Mais par contre, comme on quitte très rarement la ferme, pour ma famille, pour nos stagiaires, c'est un beau lieu pour chiller, comme on dit aujourd'hui, et, euh, et se détendre après les journées de boulot qui sont parfois fort longues. Ici, on a aménagé 2 îles-jardins, la petite île et la grande île. Et l'idée, c'était de s'inspirer un peu des milieux lagunaires comme les ortillonnages d'Amiens ou les chinampas de la vallée du Mexico. Maraîchage vient de marais. Pardon. Maraîchage vient de marais. Je vais y arriver. Et c'est vrai que les légumes, ils aiment bien avoir un milieu humide, une terre profonde, très humifère et riche en matière organique. Et on bénéficie ici d'un microclimat parce qu'il y a une forêt-jardin au bout qui est en fer à cheval, qui protège l'île des vents dominants. Et puis les mares aussi certainement contribuent à créer un microclimat. Et cette île est généralement très fertile et productive. Sauf là, cette année, on a un printemps tellement froid et pluvieux et venteux que les légumes ont du mal à pousser. Donc je me concentre surtout sous la serre. Pour ma part, j'ai toujours voulu me lancer dans la permaculture, vivre de ma passion, etc. Au début, je voulais me lancer dans le maraîchage, mais je sentais qu'au fondement, il me manquait quelque chose. Et en fait, c'est en lisant le livre de Charles Épérine, de la ferme du Bec et Loin, que j'ai découvert le métier de sylvanier. Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, mais oui, c'est ça qui manque en fait, c'est vraiment l'arbre. Et depuis, je suis tombé amoureux des systèmes agroforestiers, du jardin-forêt, des haies fruitières. C'est tellement inspirant en fait ce qu'ils ont fait. Ça va bien au-delà de juste ce lieu ici en Normandie. Et en fait, tout ça, donc la rencontre avec Charles et la vidéo et la visite du lieu, etc., c'est grâce à Michael et ses mistos. Ouais, À ta formation de concepteur en jardin-forêt, ouais. on a fait différentes visites, dont celle au Bec et Loin. Peux-tu nous en dire plus sur cette formation et voilà comment peut-on te retrouver ou même s'inscrire du coup aux prochaines formations?
Ouais, bien sûr, hein, parce que ça passe dans pas mal de tes vidéos finalement où on a visité pas mal d'endroits intéressants, on a vu plein de gens très intéressants et du coup ici au Bec et Loin, vous l'avez vu, c'était une rencontre terrible avec Charles, donc c'était vraiment chouette. Et tout ça, ça se passe dans le cadre du cours, du cursus qu'on appelle le cursus de concepteur et conceptrice de forêts comestibles, qui est vraiment pour les passionnés de l'arbre et des systèmes multistrates, que ce soit la forêt comestible, le jardin forêt, les fruitières, tout ça a plein de noms qu'on va retrouver dans les bouquins, forêt nourricière, on ne sait pas nous-mêmes. Et alors le métier de sylvanier, quoi, comme tu dis effectivement, qui est qui a un mot inventé ici, au Bec et Loin, pour dire, ben voilà, comme quelqu'un qui tu vois, un maraîcher, un jardinier, un sylvanier, quelqu'un qui va cultiver la forêt. Et ça nous a beaucoup parlé. Moi aussi, ça m'a parlé quand je me suis intéressé au maraîchage et tout. Puis j'ai senti aussi, j'étais dans les légumes, me dire, ah, mais il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc qui manque, quoi. Et puis à un moment, j'ai levé les yeux et j'ai compris. Et puis du coup, à un moment, j'ai fait, mais en plus, il faudrait qu'on soit nombreux à pouvoir le comprendre et vraiment, tu vois, en faisant les cours de design permaculture, j'ai compris toute la systémique des choses et des éléments, comment tout fonctionne ensemble et comment tout peut fonctionner magnifiquement ensemble quand c'est pensé. Et c'est comme ça qu'est venu le cours de concepteur de forêt comestible, parce que tu n'as pas de cours là-dessus vraiment qui se concentre vraiment sur la forêt jardin et tout. Et comme j'estime qu'il faudrait qu'on soit très nombreux et plein d'énergie à porter ce projet, ben c'est comme ça qu'est né le cursus. Et donc j'ai réuni alors quelques personnes vraiment formidables qui sont les formateurs de la formation, et on s'est lancé. Et alors bon, bah cerise sur le gâteau, en fait là c'est la première année qui se termine et ben c'est déjà le groupe qui était là était extraordinaire, avec une énergie. Bon, on en a un exemple ici concret en termes d'énergie, c'est impressionnant. Vous ressortez tous hyper motivés pour créer le monde de demain. Et donc on relance du coup l'aventure en septembre avec une nouvelle version améliorée. Et donc voilà, ça va. Je pense que ça va perdurer dans le temps. On va avoir de plus en plus de formations parce que ça c'est une grosse formation, hein, c'est 30 jours. C'est pas toujours évident. Donc on va aussi faire des formations plus courtes. Par exemple, si tu veux, tu as déjà un terrain, tu veux designer ton projet, pour le moment tu dois beaucoup aller en France pour des formations de quelques jours. Et on va aussi créer ça chez nous, quoi, avec la possibilité de soutenir vraiment les gens qui sont déjà en chemin là-dessus. Et donc voilà, Ouais, c'est génial. C'est génial. Pour avoir suivi le cursus, c'est pas encore terminé, mais voilà, on s'en a plein. Et en fait, ça m'a vraiment apporté beaucoup au niveau des contacts, des liens, des savoirs, etc., quoi. Donc ici, je recommande la formation, mais n'hésitez pas à foncer pour le prochain cursus. D'ailleurs, on mettra le lien en bas de la vidéo vers le lien de la formation et de Semisto. On mettra également les liens aussi, si vous voulez vous renseigner ou acheter le livre de La ferme du Bec et Loin de Charles et Perrine. Ils ont écrit plusieurs livres, ils sont super intéressants. Il y a également encore quelques formations. Donc, n'hésitez pas en attendant à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes. Salut les permapotes, ciao.